Bonjour et bienvenue dans le best-of de la semaine, une sélection des reportages d'Arte Journal. Samedi 12 novembre, qui sont ces jeunes Allemands qui ont dérivé dans l'islam radical et qui ont rejoint la Syrie pour prendre les armes? Deux parents sortent du silence, Neriman Yaman avec son livre « Mon fils le salafiste » et Joachim Gerhardt avec « Je vous ramène ». Tous deux tentent de comprendre comment leurs enfants ont basculé. Ce grand hôtel berlinois est plein de souvenirs pour Joachim Gerhardt. Il y a souvent séjourné avec ses fils, Manuel et Fabian. Deux garçons de bonne famille qui étaient pleins de projets. Fabian voulait devenir acteur, Manuel photographe de presse. Mais en 2014, les deux jeunes convertis se radicalisent, ils rejoignent la Syrie. Joachim Gerhardt se rend à plusieurs reprises dans la région pour les récupérer sans succès. Et puis en pleine nuit, au mois de mars 2015, il reçoit ce message. Tu dépenses ton argent pour sortir les gens d'ici. Tu dépenses de l'argent, tu investis ta sueur et ton sang dans ce travail. Mais ce travail va te détruire. Joachim Gerhardt est convaincu que ses fils ont subi un lavage de cerveau. Il a publié un livre sur cette tragédie familiale pour mettre en garde les candidats au départ. Je suis convaincu que tous les Européens qui se trouvent actuellement là-bas veulent en partir. Personne parmi nous ne peut s'imaginer dans quel enfer ils se trouvent sous le joug de l'organisation État islamique. Et personne ne peut sortir de là comme ça. Ils sont tout bonnement prisonniers. Comme ses fils, environ 700 Allemands ont rejoint l'organisation État islamique. Nombre d'entre eux se sont radicalisés en Allemagne, au contact de prédicateurs salafistes comme Sven Lau, qui est actuellement poursuivi pour soutien au terrorisme, ou encore au sein de l'organisation La Vraie Religion, qui distribue des Corans gratuitement dans tout le pays. Le fils de Neriman Yaman a activement participé à cette campagne. Il est actuellement en détention préventive après avoir perpétré un attentat à la bombe contre un lieu de culte sikh à Essen, dans l'ouest du pays. Elle aussi publie un livre pour dénoncer notamment l'influence de ses prêcheurs. Lui aussi a distribué des Corans et à travers cette activité, il a été invité dans d'autres mosquées. D'un coup, il avait des frères et il a voulu lui aussi porter l'habit religieux. Neriman Yaman est sorti du silence pour lancer un appel. J'aurais vraiment souhaité que l'on puisse nous aider. J'aimerais que l'État, que le gouvernement prennent ce problème vraiment au sérieux, qu'ils mettent en place des programmes, des séminaires pour les savants religieux, pour les enseignants, les fonctionnaires, que tout soit enfin fait pour résoudre ce problème. Pour l'heure, le phénomène continue de séduire de nombreux jeunes. Selon les services de renseignement, 9200 personnes appartiennent à la mouvance salafiste en Allemagne, un chiffre qui a quasiment doublé en 3 ans. Dimanche 13 novembre. En Centrafrique, cela fait 3 ans que des milices chrétiennes et musulmanes s'affrontent pour contrôler le pays. Dans la capitale Bangui, les écoles de certains quartiers musulmans sont toujours fermées, d'autres ont rouvert, mais la mixité religieuse a disparu. Voici les portraits croisés de deux écoliers, l'un musulman, l'autre chrétien. Comme chaque midi, Ousmane se rend à l'école, mais il ne sait pas encore si son professeur sera là. Le jeune garçon vit à PK5, l'enclave musulmane de Bangui, coupée du reste de la capitale depuis 3 ans, en raison des violences régulières entre chrétiens et musulmans. Les enseignants viennent travailler quand la sécurité est suffisante. Ousmane, lui, ne veut manquer aucune journée. On est ici pour apprendre beaucoup de trucs, pour apprendre à différencier le bien du mal, pour apprendre à nous exprimer, pour que nous ayons les yeux ouverts, pour travailler demain dans le pays. À 12 ans, le jeune garçon fait partie des dizaines de milliers d'enfants qui sont retournés à l'école suite à une vaste campagne lancée par l'UNICEF début 2016. Mais à PK5, pour des questions de sécurité, seules les écoles sous tutelle de l'ONU ont rouvert. La population aussi a dû y mettre du sien. Pour l'école d'Ousmane, parents et enseignants ont financé la reprise des cours. Et après 3 ans sans école, les enfants ont soif d'apprendre, mais il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Quand on veut passer un examen, on doit appeler le ministre de l'Éducation pour lui dire voilà, telle école veut aller faire un examen, il y a un meilleur point de sécurité. Donc, il envoie des escortes venir escorter les voitures qui vont nous prendre ici pour aller là où on doit faire l'examen. À Nasradine, l'école d'Ousmane, il y a 8 salles de classe pour 1400 écoliers. La matinée est destinée aux petits, l'après-midi aux plus grands. Pour le directeur, ce n'est pas optimal, mais c'est essentiel. Tous les jours, c'est un combat vraiment, c'est notre combat numéro 1 pour que les enfants, n'est-ce pas, arrivent à avoir l'éducation comme les autres qui sont en dehors de l'enclave.
Mais avec ce que nous faisons, je pense que nous allons tenir, avec la contribution des parents, l'école va tenir vraiment jusqu'à ce que la paix revienne, n'est-ce pas, en Centrafrique. 20% des écoles centrafricaines ont été détruites par les violences intercommunautaires de ces 3 dernières années. Plus d'un tiers des enfants ne sont toujours pas scolarisés selon l'UNICEF, notamment au sein de la communauté musulmane. Dans les quartiers chrétiens, majoritaires à Bangui, les écoles publiques ont pu rouvrir. Ces zones sont aussi plus surveillées et mieux administrées. À Notre-Dame d'Afrique, les cours ont repris dans une atmosphère presque normale. Mais ici, on manque de tout. Plus de livres, ni de cahiers, et des classes surchargées. L'État centrafricain n'a plus d'argent. Jerry, lui, a dû marcher longtemps pour venir jusqu'ici. 1h30 ce matin et encore 1h30 en début d'après-midi pour rentrer chez lui. En attendant, il suit attentivement sa leçon de géographie. La RCA est un pays enclavé. On dit la RCA est un pays enclavé. Pourquoi? Alors parce qu'elle n'a pas d'ouverture sur la mer. Regardez. Jerry vit avec son père malade, sa mère et ses frères, le plus souvent absents. Son quartier, dans l'est de Bangui, est l'un des plus pauvres de la capitale. En Centrafrique, plus de 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et Jerry ne mange pas toujours à sa faim. Ce matin-là, ce sont des cafés. C'est des cafés que je prends. Des cafés avec du gâteau. Et ce soir, tu sais ce qu'il y aura? Non, on ne sait pas. On n'a rien à manger. Difficile dans ces conditions d'étudier avec attention. Pourtant, le jeune garçon a déjà un plan d'avenir bien précis. Je vais devenir le magistrat ou le maître comme ça. Parce que notre pays, là, il y a trop de problèmes là. Il y a des personnes qui tuent les gens et qui veulent braquer les gens. Et quand il y en a, les magistrats sont corrompus. Le désir de justice, c'est un souhait que Jerry partage avec Ousmane. J'aimerais devenir magistrat parce qu'il y a trop d'injustice dans le pays, dans le monde, quoi. J'aimerais devenir magistrat pour défendre les droits des gens. Les 2 enfants ont le même âge, mais ils appartiennent à 2 communautés opposées. Peu de chance pour qu'ils étudient un jour ensemble. En fin de journée, Ousmane retrouve ses frères. C'est l'heure des histoires et des contes. Il y a nos grands-parents qui racontent à nos pères viennent nous les raconter, et nous aussi on raconte à nos fils, et ainsi de suite, ça s'améliore. C'est comme ça. L'histoire veut dire qu'il ne faut jamais empêcher un enfant de faire ce qu'il veut. Retrouver l'insouciance, jouer comme les autres enfants de leur âge, c'est ce que souhaitent Ousmane et Jerry. Oublier le conflit et les traumatismes qui minent la Centrafrique depuis des décennies et sortir de la haine qui enferme les musulmans dans leur enclave et les chrétiens dans le reste de la ville. Lundi 14 novembre, les mots d'amour du Cantique des Cantiques mêlés à ceux du poète palestinien Mahmoud Darwish, des chanteurs israéliens et libanais réunis, c'est au musicien Rodolphe Burger qu'on doit ce petit miracle, vu samedi dans la cathédrale de Strasbourg. Reportage Fanny Lépine et Elsa Kleinschmager. Dans la cachette des falaises, fais-moi voir ton visage. Fais-moi écouter ta voix. Si tendre. Au commencement, il y a un texte de la Bible, le Cantique des Cantiques, une ode amoureuse récitée à plusieurs voix, chantée ici en français et en hébreu. Puis vient la langue arabe qui se faufile tout en délicatesse dans ce duo amoureux à travers un poème de Mahmoud Darwish. Mettre en résonance ces 2 textes, c'était comme une évidence pour le musicien et orfèvre Rodolphe Burger, lui qui sait comme personne provoquer la rencontre entre les bons artistes au bon moment et surtout au bon endroit. Ah, son étoile fugitive. Le point par lequel le poème de Darwish, en tout cas, s'articule au cantique, c'est vraiment
par cette poésie de la relation amoureuse au sens le plus charnel du terme. Donc on sait bien que le Cantique est un poème, un texte qui a souvent embarrassé les théologiens, parce qu'il est quand même torride, ce texte. Ton nombril, oh, une pleine coupe, jamais sans vin sucré. Une brassée de blé entourée de lys, oh, ton ventre. C'est donc au cœur de la cathédrale de Strasbourg samedi soir que s'est fait cette rencontre entre des textes mais aussi des artistes qu'a priori rien ne devait réunir. Ruth Rosenthal est israélienne, Rayez Beck libanais. Comme dans un rêve, ils se sont dit des mots d'amour. S'envolent les colombes, yatir al-hamam. Se posent les colombes, yahot al-hamam. Ça parle du Liban, on sent les mêmes odeurs, les mêmes parfums. On est dans l'évocation d'une terre qui est la même. S'envolent les colombes, yatir al-hamam. Mardi 15 novembre, le Maroc, qui accueille les grands de ce monde le temps de la COP22, reçoit aussi leurs détritus. Depuis l'été dernier, le Royaume importe des déchets d'Italie pour les brûler, mais des voix s'élèvent. Que sait-on vraiment de ces cargaisons? Sont-elles dangereuses pour la population? Marion Touboul et Joseph Cordillo. Tout a commencé en juin dernier. 2500 tonnes de déchets arrivent par bateau de l'Italie. Une cargaison dont les autorités refusent alors de rendre public le contenu. Un manque de transparence qui alerte aussitôt ces défenseurs de l'environnement. Une fois que ces déchets proviennent de l'Italie, donc il y a un très grand point d'interrogation. Et c'est dangereux, c'est sûr. Car même des pays en Europe refusent et refusaient de recevoir ces déchets. En l'occurrence, la France et l'Allemagne. L'importation par le Maroc de déchets italiens aurait débuté il y a 10 ans, au rythme de 5000 tonnes par an. Mais les cimentiers destinataires des cargaisons avancent une mesure écologique. Car les déchets se composent, selon eux, uniquement de débris de pneus et de plastique non toxiques, dont la combustion permet d'économiser l'énergie fossile. Ce qui a été importé d'Italie, c'est une matière nouvelle, c'est un combustible alternatif. Et il contient un degré de calories, d'énergie combustible que pas seulement les cimentiers, d'autres aussi, comme les centrales thermiques, etc., peuvent utiliser. Mais dans ce village, à proximité d'une zone industrielle, on constate surtout une augmentation des maladies respiratoires dues à la pollution de l'air. Dans cette famille, par exemple, tout le monde est asthmatique. On étouffe, on n'arrive pas à respirer. Asphyxie. Tous ces médicaments, c'est pour les allergies ou pour les problèmes des yeux. Les jeunes fuient la zone et nous, les vieux, on reste. On n'a pas le choix. La pollution de l'air au Maroc est aujourd'hui 3 fois plus élevée que le seuil fixé par l'OMS. Parmi les responsables, les industries, mais aussi les 6 millions de tonnes de déchets produits chaque année par le Maroc. Des ordures mal collectées à l'origine de la contamination des sols. En importé d'Italie, est donc perçu comme une aberration pour les 2 voisins de cette cimenterie. On croule déjà sous nos ordures. Il faut à tout prix qu'on apprenne à recycler, comme ça on saura exactement ce que les cimentiers brûlent là-haut, dans leurs fours. Alors que le Maroc accueille la COP22, le gouvernement a décidé de geler les importations de déchets depuis l'Italie, en attendant que des analyses plus poussées soient effectuées sur la dernière cargaison. Mercredi 16 novembre, le réchauffement climatique a parfois des conséquences inattendues. Dans l'Hérault, le domaine de Vassal est menacé en cas de montée du niveau de la mer. Or, il abrite la plus grande collection de vignes au monde. Un trésor qu'il va falloir préserver. Reportage Manuel Dantas et Thomas Vollherbst. On a reçu beaucoup de variétés grecques cette année, là, donc on va essayer de faire des prélèvements pour les identifier un petit peu. Là. Ces rangs de vignes n'ont rien d'ordinaire. Ils abritent près de 2700 cépages différents en provenance du monde entier.
C'est une collection unique, née en 1876, entretenue et enrichie par l'Institut national de recherche agronomique avec 2 objectifs. L'idée, c'est donc d'abord de préserver le matériel végétal, de préserver les variétés que l'on ne peut pas reconstituer, et ensuite donc de les tester et de voir ceux qui peuvent servir soit pour des programmes de recherche ou soit directement pour l'exploitation par les vignerons. Ce site de 25 hectares en bord de mer n'a pas été choisi au hasard. C'est la nature de son sol qui fait toute la différence. Les collections ont été implantées ici sur le domaine de Vassal, sur des sables du littoral, car pour des raisons sanitaires, car en effet dans ces conditions, le phylloxéra n'est pas présent, donc on peut cultiver la vigne franc de pied. Et également, il n'y a pas multiplication de la virose importante de la vigne, qui est la virose du cournouet. Dans cette serre, des plants donnés par des viticulteurs ou collectés par les scientifiques, 80 nouvelles espèces par an en moyenne. C'est du sauvetage. C'est des bébés qui sortent de tubes, parce qu'on a failli les perdre en collection. Ici, certains pieds reprennent de la vigueur avant d'être transplantés en pleine terre. Mais d'autres ne sortiront jamais de la serre, car ils sont inadaptés au climat local. De retour avec les feuilles collectées, Jean-Michel Boursicot et son collègue cherchent à identifier le type de vigne. Dans ce bureau, ils disposent de la documentation la plus complète en la matière et surtout d'anciens herbiers qui servent de référence. On a des vignes, on a des livres, on a des données génétiques et on essaye de faire correspondre tout ça. Tout un travail menacé par le réchauffement climatique, car les risques de submersion du site de Vassal sont réels avec la mer toute proche. Vous voyez, on est au niveau de notre nappe d'eau douce en fait. C'est là-dedans que nos vignes s'abreuvent. Et en fait, elle est comme ça et l'eau de mer est juste en dessous, vraiment très peu profonde. Et donc s'il y a une élévation du niveau de la mer, on risque d'avoir de l'eau salée dans notre eau douce et c'est impropre complètement à la culture de la vigne. Un transfert était indispensable. Cette pinède du domaine de l'INRA de Pêche Rouge dans l'Aude accueillera les vignes de Vassal. Entre 2 et 3 millions d'euros seront investis pour aménager le site. D'ici 8 ans, les parcelles de la collection devraient ressembler à celles des vignobles qui les jouxtent. Jeudi 17 novembre, en Haïti, le choléra a fait 10 000 morts depuis 2010 et l'ouragan Matthew a provoqué une résurgence de l'épidémie depuis début octobre. L'ONG Acted explique à la population comment lutter contre le virus grâce à une meilleure hygiène. Mais tant que cette dernière n'aura pas d'eau potable, le choléra ne pourra pas être éradiqué. Plus d'un mois après le passage de l'ouragan, l'aide humanitaire peine toujours à parvenir jusqu'aux plus sinistrés. Clovis et Farah travaillent pour l'ONG Acted. Ils partent en expédition vers des villages isolés atteints par le choléra. Leur mission, évaluer l'ampleur de l'épidémie et tenter de l'enrayer. Venez, on va faire une seule distribution. On ne peut pas faire de porte-à-porte. Et vous autres là-bas, on va distribuer des aquatabs. Venez. Dans ce premier village, un seul cas est à déplorer. Clovis et Farah distribuent des pastilles pour purifier l'eau et des savons désinfectants. Il y a une personne ici qui a le choléra, c'est pour ça qu'on distribue des aquatabs. Vous devez comprendre que c'est très grave. Il faut absolument prendre des précautions. Moi, je n'ai rien reçu pour le choléra, même pas un savon. On ne m'a rien donné. Un peu plus haut dans les collines, Randel, l'un des villages les plus touchés par l'épidémie. Clovis et Farah poursuivent leur mission jusqu'à cette maternité, reconvertie en dispensaire pour les victimes du choléra. Allez, mange, mon fils, mange. Il faut manger, mon enfant. Dans cet hôpital de campagne, les patients les plus chanceux ont droit à un banc. Les autres sont soignés à même le sol. Les 2 humanitaires informent les familles des malades sur les mesures d'hygiène à adopter. Vous connaissez tous ces proverbes qu'on a l'habitude d'utiliser comme « les microbes ne tuent pas les Haïtiens ». Eh bien, c'est comme ça qu'on attrape le choléra. C'est la négligence de l'hygiène qui peut vous conduire à l'hôpital et même provoquer votre mort. Vous devez vous laver les mains avant de manger, après être allé aux toilettes et en toutes circonstances. Quand vous venez voir un malade à l'hôpital, vous devez absolument vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Dernière chose, il faut boire de l'eau traitée, compris ? L'accès à l'eau potable devient une priorité absolue. Les Nations Unies viennent de lancer une campagne de vaccination contre le choléra.
Mais plus de 100 villages du sud du pays n'ont toujours reçu aucune aide humanitaire. Vendredi 18 novembre, le photographe Willy Ronis est mort en 2009. On croyait connaître son œuvre, on va la redécouvrir. Grâce au photographe lui-même qui a préparé sa postérité en léguant ses archives personnelles à l'État, un vrai trésor pour les archivistes. Yannick Cador nous le fait découvrir. 89 000 négatifs, des planches contact, une bibliothèque, on embrasse une vie d'un seul regard, celle de Willy Ronis, dont l'œuvre, entreposée dans son appartement rue de Lagny, sommeille aujourd'hui sous les voûtes du fort de Saint-Cyr, attendant d'être ressuscité. Là, ici, vous êtes dans le fond d'atelier, finalement, de Willy Ronis. On va le reclasser, séparer les négatifs des tirages, reconditionner les tirages, reconditionner les négatifs et organiser tout ça pour le rendre accessible aux chercheurs. On va aussi suivre pas à pas la carrière du photographe grâce aux cailloux blancs laissés derrière lui, les agendas tenus par Ronis dès 1929 et dans lesquels il notait tout. Sur l'agenda de 1937, le 31 mai, il a acheté des chaussures. Par contre, il a rendez-vous avec M. Lefebvre et il va avoir acheté du matériel de camping. Et le matériel de camping, vous allez voir, parce que je vais vous montrer quelque chose. L'intérêt c'est le début des congés payés. Les Français partent en vacances. Et là, on a des photographies très connues de Willy Ronis. On le voit campant. Et ça, c'est Marianne, sa femme. On va retrouver quand même, dans toutes ces planches, finalement, à la fois l'histoire d'une vie et puis aussi l'histoire d'une époque. Et puis Willy Ronis a laissé un cadeau inestimable pour qui veut comprendre son travail, 3 albums qu'il a confectionnés entre les années 80 et 2000, une carrière racontée en 350 images, mais pas seulement. Et dans ces albums, il va raconter la petite histoire derrière l'image ou le contexte de la prise de vue, l'importance pour lui dans sa carrière. Ces albums sont finalement une sorte de testament photographique et c'est surtout le regard d'un photographe, le regard que porte le photographe sur une production passée. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau best-of.